Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, les chers invités, mes chers amis. D'abord, j'aimerais dire Ramadan Mubarak Saïd parce que nous démarrons le mois sacré demain ou après-demain. Comme vous dites, c'est Du doute. la nuit du doute. Merci Jean-Pierre d'avoir accepté notre invitation. Merci Bernard Roule et Sciences Po Alumni d'avoir accepté aussi de co-organiser cette webconférence. Merci aussi à notre président de Sciences Po Alumni Maroc, Ismaël Hariqi, qui est dans ce call, qui va brièvement présenter l'association. Et d'ailleurs, donc c'est un grand plaisir de vous accueillir tous ce soir, cette remarquable webconférence. Et on a le plaisir et l'honneur d'avoir Jean-Pierre Filou avec nous sur le sujet justement du Covid-19 et de son impact ou non sur la géopolitique du monde arabe. Et donc, la bienséance m'impose de vous présenter très brièvement Jean-Pierre avant de donner la parole. Donc, je suis sûr que beaucoup d'entre nous vous ont déjà eu comme professeur à Sciences Po. Vous êtes donc professeur des universités, ancien diplomate, historien, arabisant. Et vos travaux, bien sûr, sur le monde arabo-musulman sont connus, reconnus, diffusés dans une quinzaine de langues. Et puis, vous animez le remarquable et célèbre blog sur le site du Monde, ainsi Proche-Orient. Et donc, avant de vous donner la parole, j'aimerais juste donner la parole à Ismaël Hariqi, qui est notre président, qui va qui va dire quelques mots au nom de l'association. Merci encore. Merci Amine. Bonsoir tout le monde. Je suis doublement heureux d'être là ce soir à cet événement qui est la première édition en 20 ans d'existence de notre association. C'est la première fois que nous avons un événement conjointement avec notre mère à tous, l'association mère de Sciences Po Alumni Paris. Donc, premier motif de satisfaction, donc, pour notre association qui, effectivement, anime une communauté de 700 membres en alumni au Maroc et qui essaye de traiter et selon mon satisfaction, j'avais eu le plaisir de rencontrer en train et je vous dis que ces années à 10 ans de Monsieur Filiou, Monsieur le Président, merci à vous. je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette initiative d'Amin Dabchi, que je remercie aussi parce que c'est lui qui a initié ce beau projet et qui a été à la manœuvre. Et je nous souhaite tous une excellente soirée, ce dont je ne doute pas un instant. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Bernard, tu aimerais dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, un mot très bref. Tout d'abord, pour vous saluer chacune et chacun, vous dire au nom de notre président à tous, en effet, comme l'indiquait Ismaël à l'instant, Pascal Perrineau, président de Sciences Po Alumni, qui ne pouvait pas se joindre à nous ce soir. Il est sur une autre émission sur une chaîne de médias française. Donc, il se joint à moi et qui m'a chargé à la fois évidemment de saluer très chaleureusement Jean-Pierre Filiu, l'ensemble de nos alumni de la section Maroc et chacune et chacun d'entre vous qui nous suivez, que ce soit en France, au Maroc ou ailleurs dans le monde, puisque vous êtes près d'une centaine à nous suivre d'un peu partout. Je tiens à te rassurer tout de suite, Ismaël, c'est en effet la première fois en 20 ans, mais en tout cas dans les mois et les prochaines 20 années à venir, les occasions vont être très nombreuses. J'ai pris mes fonctions récemment en tant que délégué général. Je porte une attention toute particulière à la place de nos sections internationales. Nous avons aujourd'hui dans notre écosystème beaucoup trop d'alumni adhérents
sont d'abord et avant tout des Français ou des résidents français hexagonaux et une immense majorité d'entre eux des franciliens, donc de l'Île-de-France. L'objectif est évidemment pour moi d'élargir nos activités à l'ensemble de notre réseau. Je vous le rappelle, 90 000 alumni partout dans le monde et j'ai donc la charge avec vous évidemment d'animer ce réseau. Donc merci d'être tous présents ce soir et j'ai une attention encore plus particulière évidemment pour la section Maroc, pays qui m'est cher. Certaines et certains d'entre vous le savent, j'ai dirigé pendant plus d'une dizaine d'années l'un des campus de Sciences Po en dehors de Paris, le campus de Menton, qui est spécialisé sur le Moyen-Orient et la Méditerranée. J'ai eu l'occasion d'y croiser beaucoup d'étudiants marocains. Certaines ou certains d'entre eux sont peut-être dans l'assistance, dans la web assistance ce soir. Donc, je les salue très, très chaleureusement et je vous présente d'ores et déjà à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonne santé pour le mois 5 qui s'annonce. Voilà. Et ravi évidemment de retrouver Jean-Pierre comme toujours. Très bien. Écoutez, merci à tous. Merci de cette conjonction faste. Bon, le choix du sujet n'est pas le mien, mais je comprends que c'était un sujet d'actualité. Et donc, je me suis évidemment prêté à l'exercice et je vais vous livrer ces réflexions pendant une bonne demi-heure avant qu'on passe aux questions pour que, justement, on ait cet échange. Alors, géopolitique, pour moi, c'est toujours un terme que j'emploie avec prudence ou plutôt que j'emploie de manière décalée. Vous avez, cher Amine, rappelé que j'ai été diplomate pendant près de 20 ans, donc je sais ce que sont les rapports entre États, mais j'avoue que comme universitaire, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est ce qui se passe dans les sociétés et comment ces sociétés bougent. Et trop souvent, on analyse les développements dans le monde arabe à l'aune des rapports bilatéraux, des rapports interétatiques. Et je crois que le coronavirus est aussi une occasion de regarder ce qui se passe en dessous de ces radars et dans le cadre de ce que moi j'ai appelé le soulèvement démocratique. Je n'ai utilisé qu'avec beaucoup de précaution l'expression de printemps arabe en 2011, car je considère qu'on est face à une vague de très longue durée qui s'inscrit elle-même dans un cycle de plus d'un siècle de lutte des peuples arabes, des femmes et des hommes arabes pour leur libération et leur autodétermination. Et on a bien vu, quand on a commencé à parler le retour des printemps arabes, c'était jamais que la suite, et que d'ailleurs les pays qui se sont retrouvés pionniers, l'Algérie et le Soudan, l'avaient déjà été à la fin des années 80 lors de la première vague de démocratisation dont on sait qu'elle avait tourné à l'épouvante dans ces deux pays concernés. Donc, si on considère, ce qui est mon cas, que l'essentiel de ce qui se passe dans le monde arabe, c'est ce qui se passe entre les peuples arabes et un système qui est en fin de cycle ou à bout de souffle, alors on peut voir ce que le coronavirus représente et peut impliquer dans le cadre de cette évolution de très longue durée en profondeur et sous les radars. Donc je n'emploie pas forcément l'angle le plus facile. Alors à l'évidence, le coronavirus est contre-révolutionnaire. Le coronavirus interdit aux gens de manifester, il donne des pouvoirs d'exception au régime concerné et il soude de manière tout à fait compréhensible une population autour d'un leader ou d'autorité qui serait capable de la protéger. Donc c'est le premier point, cet aspect contre-révolutionnaire avec une répression qui est d'ailleurs extrêmement forte aujourd'hui en Algérie. Et en même temps, le coronavirus a amené une crise pétrolière historique, avec même aux États-Unis le baril sous zéro. Et moi, je pense, là aussi, tout ça est livré rapidement, mériterait élaboration dans les questions. Je pense que le pétrole dans le monde arabe est partout contre-révolutionnaire. Donc, s'il y a de moins en moins de pétrole, c'est une bonne chose pour les sociétés parce que ça assèche les appareils de répression et les possibilités d'achat de la paix sociale par des régimes qui seraient par ailleurs discrédités.
mais en même temps, il y a le contexte régional. Et là, j'évoquerai différents pays, mais il est très clair qu'un pays qui a pris énormément d'importance dans le monde arabe ces dernières années, qui est l'Iran, voit aujourd'hui son régime traverser une crise, là aussi sans précédent. Et puis, en dernier point, en conclusion, j'évoquerai ces réalités souvent occultées que la crise sanitaire rend visibles. Alors d'abord, le premier point, qui est effectivement l'aspect contre-révolutionnaire. Donc en Algérie, c'est caricatural. Hein, on a eu un mouvement pendant plus d'1 an, des manifestations bi-hebdomadaires, pacifiques, responsables, ce qu'on a appelé le Hirak, le Hirak algérien donc, et on a eu une volonté très patriotique de la part de cette contestation de refonder une forme d'union nationale, d'unité nationale par rapport aux défis sanitaires. Et donc, il y a eu, après différents débats, parce que le Hirak est pluriel, une décision de suspendre les manifestations sans qu'on ait eu besoin de les interdire. Et face à cela, on a eu donc le président Tebboune, qui avait été très mal élu en décembre dernier, avec officiellement 40% de participation, sans doute 10%, qui a lui aussi prêché l'union nationale, mais autour de sa seule personne et de son seul gouvernement. Et loin d'apaiser la répression, on a eu des condamnations très sévères, beaucoup plus sévères que celles qui étaient attendues. La plus symbolique, celle de Karim Tabou, dont on espérait la libération au bout de 6 mois et qui a été condamné à 1 an ferme. Et toute une série de mesures qui ont été prises contre la presse, y compris contre la presse électronique, qui montrent que les gestes minimaux de bonne volonté qu'on attendait du régime algérien n'ont pas été du tout au rendez-vous, et au contraire, on pense qu'une partie du régime, est-ce que c'est le président lui-même ou est-ce que ce sont les généraux, les décideurs qui sont derrière lui, pousse au contraire à profiter de ces circonstances exceptionnelles pour essayer d'écraser la contestation une fois pour toutes et de réaliser avec le coronavirus ce que le ramadan, les chaleurs estivales, la présidentielle de décembre n'avaient pas obtenu. Donc ça, c'est le cas le plus extrême. Au Liban, on voit que effectivement la contestation qui a été lancée, qui s'appelle elle-même Saoura, révolution, le 17 octobre dernier, eh bien, elle a quitté les rues, hein, les camps des protestataires ont été évacués, mais en même temps, cette contestation, elle trouve d'autres formes. Il y a eu, bon, je ne suis pas très convaincu parce que j'ai pu voir sur différents écrans des manifestations automobiles, mardi et mercredi, suivant les numéros de plaques, qui sont allés devant le Parlement parce que celui-ci se réunissait pour la première fois depuis le début de la crise. Il s'est réuni dans le palais de l'UNESCO parce que le Parlement lui-même n'était pas suffisamment désinfecté. Et ce Parlement a approuvé du bout des lèvres un dispositif anticorruption, mais en amendant, n'a pas souhaité traiter un certain nombre de lois et a approuvé une loi sur le cannabis à fonction thérapeutique pour donner, semble-t-il, une forme de marché aux paysans de la Béka, dont on sait qu'ils sont les piliers. Mais on a aussi une répression qui continue en Égypte, où les détenus politiques non seulement n'ont pu bénéficier d'aucune forme de clémence, mais sont désormais complètement incommunicado, et on a toutes les raisons de craindre pour leur intégrité physique et morale. Donc on a ce volet répression qui est effectivement assez fort. Et puis on a la dimension pétrolière. Et là, alors là, on est complètement dans l'inconnu. D'ailleurs, ce qui est merveilleux avec le pétrole, c'est que bon, on a toute une série de prévisions qui nous sont faites et puis qui se passent des embardées historiques, hein, dans le cas présent, et on a effectivement un assèchement des ressources pétrolières des différents régimes arabes et un assèchement des ressources pétrolières
des puissances qui entretiennent la guerre au Moyen-Orient. Je pense évidemment à l'Iran, mais aussi à la Russie. Donc, a priori, ça pourrait être une bonne nouvelle. D'ailleurs, on constate que, bon, sous couvert de trêve sanitaire, en fait, l'épidémie, la pandémie a fourni à l'Arabie saoudite accepter quelle que soit leur justification. Donc, au nom du coronavirus, l'Arabie saoudite a suspendu sa guerre qui a déjà maintenant plus de 5 ans au Yémen, guerre qui ne s'est traduite par aucune victoire décisive, guerre dont d'ailleurs les Émirats arabes unis s'étaient retirés, en tout cas sur le terrain, dès l'année dernière. Donc, bon, ce cessez-le-feu est unilatéral. Il faut savoir qu'il ne fait que consacrer une réalité qui est celle que les Houthis, c'est-à-dire ce pouvoir pro-iranien d'un parti largement calqué sur le Hezbollah libanais, eh bien, il n'a pas pu être délogé non seulement de la capitale Sanaa, mais de la plupart de ses bastions. Il n'a perdu que Aden, la route, la zone côtière et Marib et l'Hadramaut. Donc le cœur du Yémen reste entre ses mains. Donc ça veut dire que l'Arabie saoudite doit accepter d'une certaine façon sa défaite militaire. Alors, comme cette guerre avait été lancée par celui qui était à l'époque le plus jeune ministre de la Défense du monde, Mohamed Ben Salman, il avait 29 ans en 2015 quand il a lancé cette guerre, c'est évidemment un désaveu personnel, mais bon, il a de quoi compenser, il a tous ses projets, mais en même temps, on voit que en Arabie aussi, il y a une répression qui progresse à la faveur de la crise sanitaire. Il y a tout ce débat autour de la ville Neom, une cité futuriste qui doit être établie dans le nord-ouest du pays, et on avait un représentant d'une des tribus, ce sont les Houïtat, qui sont à cheval sur la Jordanie et aussi le Sinaï, qui s'était prononcé contre le déplacement de milliers, voire de dizaines de milliers de Bédouins de la zone, et qui a été tué parce qu'il aurait résisté à l'arrestation, alors qu'il avait prédit lui-même, vous allez voir, ils vont venir me tuer en disant que je suis un sale terroriste. En même temps, il y a eu en Arabie saoudite des décisions extrêmement courageuses et très tôt par rapport à la Mecque et à Médine. Alors là-dessus, le régime saoudien ne peut absolument pas prendre de risques, c'est sa légitimité de gardien des deux lieux saints, mais on a vu donc suspension de la Omra, désinfection du site, et il faut mettre quand même en contraste le sens de responsabilité des autorités saoudiennes avec l'absolue irresponsabilité des autorités iraniennes qui ont continué de laisser Méchèd comme les villes saintes d'Iran ouvertes, accueillir des foules de pèlerins alors que l'épidémie était déjà déclarée depuis longtemps. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le Hajj aura lieu? Et bon, je vois difficilement comment il pourrait se dérouler dans des conditions normales, donc au mois de juillet. Donc là-dessus, l'Arabie saoudite joue très gros et pour l'instant a plutôt bien joué ses cartes. Alors, on voit que l'assèchement des ressources financières a conduit à un apaisement au moins de la guerre du Yémen, même si le cessez-le-feu n'est pas bilatéral, mais que les combats continuent en Libye. Alors là, on pourrait imaginer que effectivement, il y a aussi ce même effet d'assèchement des ressources financières et militaires. D'ores et déjà, Khalifa Haftar, donc le seigneur de la guerre, autoproclamé maréchal, qui dirige une milice qu'il a fort habilement appelée Armée nationale libyenne, a perdu avec la crise pétrolière son principal moyen de pression extérieure, qui est le contrôle qu'il a sur le croissant pétrolier du golfe de Sirte. Et donc il avait joué avec, et puis la dernière fois qu'il a fermé les vannes,
il n'y a personne ne s'en est rendu compte parce que assez mort, mais se sont posés à des diffusions de l'église. Donc, ce régime a réussi, redescendre, certes, à l'époque, l'Assemblée américaine, il n'a pas réagi, hein, alors que on a appris qu'il y avait eu une centaine de blessés, hein, même s'il n'y avait pas eu de morts. Donc, on a ces provocations iraniennes qui ne sont pas suivies de réactions américaines. Donc, cette nuit, enfin, il y a quelques heures, les Iraniens ont placé la barre encore plus haut avec le lancement de leur satellite militaire, en espérant sans doute qu'il y aura une crise qui en résultera avec les États-Unis, qui permettra de faire oublier leur gestion absolument calamiteuse de la pandémie en Iran. Mais on voit que l'Irak, où pourtant l'Iran a une influence multiforme, j'avais même parlé d'un protectorat de fait, l'Irak refuse toujours de rouvrir sa frontière avec l'Iran, et on voit qu'en Syrie, ce sont les lieux d'implantation des Iraniens, que ce soit les sites de pèlerinage comme Saïda Zeynab dans la banlieue de Damas, ou les lieux où sont cantonnés les milices encadrées par les gardiens de la Révolution, à Alep, à Homs ou ailleurs, qui sont craints littéralement par la population syrienne du fait des risques de contamination. Donc j'y reviendrai en conclusion. Ce qui est frappant, c'est que la pandémie rend visible l'infiltration iranienne dans la région, parce que cette infiltration, physiquement, introduit un risque pour la vie des personnes qui n'est pas qu'un risque politico-militaire, mais qui est désormais un risque militaire. Alors, dans cette crise, on va les évoquer tout de suite pour, d'une certaine façon, les écarter. Trump et Poutine, au Moyen-Orient, ont pratiquement disparu. Hein. Le côté, l'égoïsme sacré de Trump fait que, éventuellement, il y a une petite solidarité avec Israël, mais au Moyen-Orient, comme quand il est incapable de la mener avec ses alliés en Europe, ou tout simplement d'avoir un minimum de cohérence au sein des États-Unis. Quant à la Russie, on voit aussi que Poutine est en train de souffrir sur le plan intérieur. Il a dû repousser le grand projet de refonte de la Constitution à sa main qu'il avait, ainsi que la parade du 9 mai sur la plage rouge, où il espère accueillir entre autres un certain nombre de dirigeants du Moyen-Orient, et que bien, dans la région, vraiment la Russie se profile très bas. D'un grand opportunisme, la Chine paraît celui qui vient apporter des secours une fois qu'il a au moins en termes Trump, les tout, ils ont besoin. Alors avant, ils étaient des femmes de Pékin, qui ne demandent pas ses amis. Et là, on voit toute une série d'opérations en Égypte, en Iran, bien sûr, avec la Chine. L'Égypte qui livre du matériel à la Chine qui livre du matériel en retour, et puis juste une indication de l'opportunisme chinois. Ayant été quand même Jaish Shab Hawa ayant été un lac à l'alimentation dont on sait tout le mal qu'en pense la Chine. Et puis on a Israël où la crise sanitaire a permis, du fait du réflexe d'union nationale, dans une société qui est très disciplinée face à ce type en atomisant le chef de l'opposition qui s'est rallié à des conditions indignes, en croyant sans doute à un discours d'union nationale que Netanyahou a utilisé de manière habile et opportuniste. Il faut savoir que Netanyahou est sous le coup de 3 procédures d'inculpation pour corruption, abus de confiance et
et Ford qu'il ait ce poste de Premier ministre, non seulement pour rester au pouvoir, ça lui fait déjà 11 années de suite au pouvoir après 3 années dans un mandat précédent, c'est quand même assez rare dans une démocratie, hein, donc Netanyahou va se maintenir. Alors, je parlais de ce que le virus rend visible. Alors, il y a évidemment cette question de la présence iranienne. Hein, ça fait des années que tout le monde dit l'infiltration iranienne, les réseaux iraniens. Ben là, les réseaux sont là, on les voit. Hein, il y a absolument pas besoin d'aller les chercher et ils apparaissent. Hein, et très souvent, ils sont liés à des chaînes de transmission de la pandémie. Le cas le plus frappant étant Saïda Zeynab, cette banlieue de Damas, où donc il y a le mausolée de Zeynab, la sœur de Hussein, martyrisée à Kerbala en 680. Elle-même avait été amenée sous les chênes à Damas et y était morte en 682. Et en fait, Saïda Zeynab, alors c'est très frappant parce qu'il y a 2 minarets dorés. Il y en a un qui avait été offert par le Shah et le deuxième par Khomeini. Aujourd'hui, c'est une espèce d'enclave iranienne, de no-go zone pour les Syriens, qui est gérée directement par les gardiens de la Révolution. Et c'est là que les cas semblent les plus importants, vu que tout ça est couvert par le secret militaire de la République islamique. Alors, au Liban, le Hezbollah, hein, qui avait été un peu déstabilisé, évidemment par la contestation depuis le mois d'octobre, mais aussi par le fait que les premières contaminations étaient liées à des séjours en Iran, a repris la main en mobilisant ce qui est un véritable État dans l'État, donc en mettant son parti milice au service d'opérations extrêmement médiatisées de prévention, de désinfection, tout ça sous les couleurs du Hezbollah, y compris hors de ces bastions chiites. On l'a vu agir à Saïda et même dans certains villages chrétiens. Alors, qu'est-ce que ça veut aussi dire qu'est-ce que ça fait apparaître? Eh bien, ça fait apparaître la ligne verte entre Israéliens et Palestiniens. La ligne verte, c'est cette ligne du cessez-le-feu de 1949 entre Israël et la Jordanie, qu'Israël a, après l'occupation de 1967, cherché à effacer avec beaucoup de méthodes, notamment à Jérusalem, qui a été annexée de fait dès 1967 et par une loi fondamentale. Or, c'est 50 plus nations, et puis la ligne verte, et que de l'autre côté, il y a les Palestiniens, y compris dans les zones annexées, évidemment à Jérusalem, au camp de réfugiés de Shoah, qui est donc en territoire occupé de Jérusalem-Est, mais qui est formellement annexé, intégré à Israël, et où on voit bien que, alors là, c'est même pas 2 poids 2 mesures, hein, il a fallu des pétitions d'associations de défense des droits de l'homme à la Cour suprême israélienne pour qu'un minimum d'intervention et de tests soit fait dans ce camp, de même que l'armée israélienne continue en Cisjordanie ses interventions. Alors, détruire des maisons, ça veut concrètement exposer des gens à la pandémie, hein, de même qu'une intervention militaire, eh bien, ça fait du passage, ça fait des risques, et même si les soldats, eux, sont en tenue décontaminée, ça peut toucher du monde. Donc, on a cela qui a été rendu visible. On a aussi le fait que cette pandémie est intrinsèquement liée à la mondialisation. Et que du coup, on est dans une situation paradoxale où les élites qui étaient complètement intégrées dans la mondialisation, qui vivaient un peu offshore par rapport à leur société d'accueil, se trouvent dans une position assez délicate. Hein. Je pense évidemment aux élites militaires, ce que j'ai appelé les mamelouks modernes, en Égypte, en Syrie et ailleurs, parce que leur insertion dans la mondialisation aujourd'hui fait qu'ils ont pu être, on l'a vu avec un certain nombre de généraux égyptiens, plus exposés que leurs compatriotes au virus. Et puis on a ce phénomène, hein, alors je connais un peu pour le Liban, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais où
au fond, le pays d'accueil, pour un certain nombre d'Arabes expatriés, apparaît plus sûr en termes sanitaires du fait d'un certain nombre de filets de sécurité sociaux, que je ne vais pas détailler, que les sociétés d'accueil modernes, plus riches, mais où en fait la distanciation sociale met un terme à ces formes de solidarité par le bas qui permettent de tenir le Liban ou l'Algérie, mais surtout, on va voir, pendant ce mois de Ramadan, plus que jamais, la solidarité sera au cœur, qu'on peut partager, le Fidel partagera. Ça, c'est apparaît dans ces moments de crise. On voit qu'au Liban, il y a des solidarités, des réflexes, quand on descendait aux abris pendant les bombardements, quand on ne pouvait pas sortir, quand chaque forme d'approvisionnement était difficile. Et en fait, ces réflexes ils permettent de tenir face à une crise comme celle-là. On voit l'effet forcément. Donc, ma conclusion, ce sera, pour qu'on ait le temps d'alléger votre question, c'est que tout ça est complètement ouvert, mais qu'a priori, sur la longue durée, je ne vois pas comment cette crise ne pourrait pas accentuer, je n'ose pas dire accélérer, les mouvements de contestation qui existent, avec dans chaque pays sa propre dynamique, sa propre problématique. Il n'y a pas du tout comme ça. Je me rappelle quand en 2011, après la chute de Moubarak et de Ben Ali, le grand jeu c'était de dire et qui sera le troisième, qui sera le troisième. Moi, j'ai jamais trouvé ça ni très drôle ni très pertinent. Je pense que l'important c'est comment les sociétés se réapproprient leur destin sous les formes qui sont les leurs et avec les calendriers et les priorités qui sont les leurs. Et là, alors, il y aura des performances diverses, mais il n'est pas besoin d'être, alors là, grand clair pour savoir que plus le régime est dictatorial et corrompu, et bien cette trêve ne durera pas, donc c'est risque fort d'être assez discutable d'Iran. On voit aussi que l'incapacité d'Israël à au moins faire semblant que tous les Palestiniens soient les Israéliens se passer à l'annexion de la Cisjordanie au retour de de gouvernance significative avec la communauté internationale. Donc, et on a les deux niveaux qui apparaissent, qui doivent. C'est l'idée que dans les Arabie, moins d'un million de nationaux pour 1 million d'étrangers, ont des millions de travailleurs des conditions plus ou moins dignes, et qu'on continue à faire ça dans les enclaves, et que ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable sur la durée. L'Arabie Saoudite à la Mecque pour vraiment mettre en œuvre son programme de prévention à la Mecque, a dû s'attacher pour la première fois de manière. Excusez-moi, il y a un certain monsieur Omar R qui pourrait mettre son micro en mute parce qu'on Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc, on a vu ça à la Mecque, on pourrait voir ça ailleurs. Donc ça, c'est tout nouveau pour les sociétés du Golfe. C'est que soudain, les absents deviennent présents parce que leur absence, leur occultation dans le paysage golfien, eh bien, ils n'enlèvent rien à la réalité de leur présence et de tout ce que ça signifie en termes sanitaires. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Je vous ai livré vous savez que les historiens sont très bons pour prédire le passé, donc je ne me suis pas trop avancé, mais je serais ravi de répondre à vos questions. Alors, ce que je peux, est-ce que c'est sous forme d'échange ou est-ce que c'est celles qui s'afficheront dans le chat? Comment souhaitez-vous procéder, cher Amine? Écoute, Jean-Pierre, comme vous le voulez, on a proposé de poster les questions sur le chat, comme nous sommes nombreux, afin d'éviter un brouhaha. Et puis, si cela vous convient, sinon on peut essayer d'échanger comme vous le souhaitez, en fait. Ça, c'est Voilà. Alors, je lis où vous avez tous les questions qui apparaissent. Oui. D'accord. Donc, je prends la question de Christian Michel Mestralet sur l'islamisation. Alors, islamisation, là encore, c'est un concept. On parle de société musulmane, profondément musulmane, et le ramadan va être encore une occasion de le prouver, de le démontrer, quelle que soit la vitalité des minorités
chrétienne au Moyen-Orient. Donc, si vous entendez par islamisation, est-ce que les islamistes vont essayer de profiter de l'occasion pour mettre en jeu leur réseau? Sans doute, mais je ne suis pas convaincu que ça leur servira beaucoup. Parce que, franchement, le défi est tel que toutes les bonnes volontés seront bienvenues et qu'une personne qui prétendrait que sa contribution à la lutte contre la pandémie lui donne je ne sais quel crédit, alors que de toute façon, ce sera une mobilisation collective ou rien, je crois qu'elle serait assez vite disqualifiée. C'est pour ça d'ailleurs que je crois que le Hezbollah, une fois de plus, a fait un peu trop les gros bras au Liban, parce que quand on est vraiment patriote, quand on veut vraiment aider ses concitoyens, eh bien, on n'affiche pas les logos du parti partout et on a une solidarité un peu plus discrète. Donc, je ne crois pas que ceux qui mettront leur drapeau en avant, le drapeau d'un parti, le drapeau d'une organisation islamiste, en tireront beaucoup de bénéfices. En revanche, je crois que, enfin, je vais plus loin que votre question, mais que là, l'Algérie est une fois de plus un laboratoire fascinant, que les formes d'auto-organisation de la société civile, société civile qui est très contrainte par les conditions sanitaires et toutes les restrictions, eh bien, elles vont montrer que effectivement, c'est solidarité par le bas, et je suis convaincu qu'on va avoir des exemples assez importants pendant Ramadan. Elles prouvent non pas qu'elles font mieux que l'État, non pas qu'elles font mieux que la puissance publique, mais qu'elles aussi ont une responsabilité citoyenne. Donc moi, je verrais ça plutôt dans une logique de réappropriation de ce tous ensemble, de ce khawa-khawa, mais pas dans le sens de l'ambassade de Chine à Alger, mais dans le sens authentique d'une reconstruction, pour faire très simple, du lien horizontal dans la société par rapport au rapport vertical qu'ont tous les pouvoirs pour dire voilà, c'est comme ça, on fait un rapport tous les soirs à la télé, et puis fermer le banc, il n'y a pas de vague. On voit que partout, il n'y a pas un régime dont la parole publique n'est pas remise en cause aujourd'hui dans le monde arabe. Il n'y a pas que dans le monde arabe, mais ça prouve que, en tout cas, ça rentre, de mon point de vue, dans le cadre de ce long cycle d'épuisement de ces différents régimes. Alors, je vais prendre les questions par ordre d'apparition. Donc, alors, pourquoi la gestion du Covid est calamiteuse en Iran? Ah oui, alors on compare avec la France. Oui, sauf que la France est en Europe, et que l'Europe, c'est l'épicentre de l'épidémie, alors qu'au Moyen-Orient, l'épidémie est beaucoup moins rendue. Donc, si on a effectivement les chiffres de morts, on peut dire, oh, super, on s'en sort très bien par la France, sauf que pour le nombre de cas dans les pays voisins. Et donc, la gestion a été calamiteuse d'abord parce que accentuer les effets de défense population. Alors, voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions abondent. Excusez-moi, alors j'ai des questions pour. Voilà. Donc, je vais les prendre par la fin. Excusez-moi. Donc, alors, la fermeture des mosquées, bon, je les prends une par une. Alors, là aussi, c'est assez important que d'une manière générale, les autorités islamiques ont fait preuve d'un grand sens de responsabilité en disant, voilà, faites la prière chez vous, en fermant les mosquées. Et ça a prouvé qu'effectivement, on était capable de mettre en perspective certaines obligations religieuses et de ne pas les appliquer strictement, de prendre en considération l'impact que ça aurait sur la société, sur la santé de tous, sur le bien général. C'est très important, la maslaha, l'intérêt général, l'intérêt. Alors, pour la Tunisie, l'effet sur la nouvelle classe politique,
là, j'avoue, je donne ma langue au chat. Bon, c'est très difficile. Le très majeur de la c'est qu'elle patrie en la question sociale, qui est largement utilisée, une question jamais. Et on pouvait espérer de Kais Saied, du fait de son discours de campagne, qu'il allait s'en saisir. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été assez évanescent depuis son élection. Donc, en Tunisie, il est évident que la crise sociale va être très dure. Quel impact ça aura? J'avoue que je n'ai aucune réponse définitive à vous apporter. Alors, oui, l'Union européenne a une nouvelle carte à jouer au Moyen-Orient, c'est évident, c'est évident. C'est pas nouveau, mais c'est plus que jamais. Le problème, c'est que l'Union européenne, elle s'occupe d'abord de l'Union européenne, et qu'elle a assez de mal à s'occuper de l'Union européenne. Mais on voit bien que aujourd'hui, donc je ne l'avais pas mentionné, je vous remercie de cette question, on a un boulevard pour l'Europe. Si l'Europe aujourd'hui était capable de construire, c'est pas difficile, un discours sur le droit international et sur le droit des peuples, elle aurait au Moyen-Orient, où elle est largement le premier partenaire et où elle est dans beaucoup de pays le premier donateur, tout à fait cette possibilité de revenir. Donc, on espère que l'Europe va saisir cette occasion, même si je me permets d'en douter. Alors, solidarité pan-arabe dans la crise, il y avait aussi une question sur la solidarité maghrébine. Moi, je ne la vois pas, sauf des échanges de bons procédés, des échanges de bonnes. Je ne suis pas d'ailleurs certain que ce soit spontanément ce que les peuples et les sociétés attendent. En Europe, on voit que malgré l'Union européenne, il va falloir ferrailler dur pour avoir une solidarité. Donc, je crois que c'est plus, là aussi, je me permets de me situer dans la longue durée, le coronavirus redonne une visibilité, une efficacité aux frontières. Ça, tous les ayatollahs de la libre circulation s'en rendent compte aujourd'hui. Et ces frontières, elles font sens. Et à mon avis, ces frontières, malgré leur caractère souvent artificiel, arbitraire, dans le monde arabe, ces frontières, elles existent parce que c'est dans le cadre de ces frontières que l'autodétermination peut et doit se réaliser. Donc, d'une certaine façon, ça redonne une visibilité à ce rapport presque physique entre l'État et le citoyen, et l'État, par définition, dans une période de crise, est redevable au citoyen de la protection qu'il doit lui apporter. Alors, pour l'Algérie, donc on voit que effectivement il y aura des problèmes économiques très durs, mais d'une certaine façon, le coronavirus ne va faire qu'accentuer la tendance en cours. On sait que ça nous ramène à toutes les questions de monde d'après, l'écologie, le Green Deal. On sait que, pour la première fois, à ma connaissance, je serais ravi de la part de tous les membres de la sensibiliser sur une question écologique, qui est la question du gaz de schiste en Algérie. L'Irak, c'est mobiliser contre l'action, c'est l'exploitation. Il faut qu'en dans le Grand Sud, avait une question qui avait entraîné la mobilisation localement de la société civile. Donc, ça veut dire qu'on a des ordres les Algériens ne peuvent pas entretenir des Algériens, la société, leur dépendance aux ordres à n'importe quel prix. Qui parle des effets pratiques dans le marché des ressources créatives, etc. Donc, l'Algérie est d'ores et déjà confronté à des problèmes économiques majeurs et qui n'ont pas du tout été arrangé par la façon dont le régime a voulu satisfaire le Hirak en lui donnant la tête d'un certain nombre de chefs d'entreprise et d'hommes d'affaires en pâture. Ce à quoi d'ailleurs les manifestants ont répondu qu'ils ne voulaient pas d'une alternance clanique, qu'ils voulaient d'une véritable transition démocratique. Donc,
là, la pandémie, hein, mon dernier essai est consacré au Irak algérien, Algérie, la nouvelle indépendance. J'étais convaincu que c'était la crise économique qui allait forcer le régime à ouvrir enfin un dialogue sérieux avec la société civile. Je maintiens cette analyse. Alors, une guerre est-elle bon, je ne pense pas que les États-Unis et l'Iran ça peut être très douloureux. Je ne vois pas du tout les États-Unis répondre aux vocations iraniennes aujourd'hui. Trump a pu faire plus de fois de l'a fait. Aujourd'hui, Trump est obsédé par l'élection. Il sait qu'un fait majeur de cette élection, c'est qu'il a accompli ce qu'il avait dit en disant de désengager les guerres du Moyen-Orient. Donc, je ne le vois pas rentrer dans l'escalade militaire avec l'Iran, qui est un peu suspendu, mais ce qui est en tout une bonne nouvelle pour la région. Alors, il y avait eu une question, ça n'est pas la fin de la guerre, malheureusement, parce que d'abord, il faut rappeler, quand même, 5 ans, sans doute 1000 morts dans les pays les plus pauvres de la planète, et de toute façon, les plus riches de ce pays, bon, tout ça est quand même un peu choquant. Mais il faut savoir que, quel que soit le degré d'intervention de l'Arabie et des Émirats, de toute façon, leur intervention a généré une nouvelle forme de guerre. Il y a par exemple le Sud-Yémen. Les indépendantistes du Sud-Yémen ont été très constants, soutenus par les Émirats unis, qui veulent peut-être une forme de protectorat émirati sur le Sud-Yémen, ce qui a introduit un nouveau facteur de division dans un pays qui en avait déjà beaucoup. On voit toute une série de mouvements centrifuges, de milices salafistes, encouragées parce qu'elles s'opposent aux frères musulmans. Donc, les guerres dans la guerre ne cessent de s'aggraver au Yémen, et je crains malheureusement que même si la grande guerre, celle menée par l'Arabie depuis 2015, venait à s'apaiser, on resterait toujours avec toutes ces guerres qui vont continuer d'endeuiller le pays. Alors, de remonter pour voir les questions que j'ai ratées. Ah, mais comment faire? J'arrive pas à remonter. Peut-être que je peux vous aider. Oui, dites-moi. Alors, dites-moi les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, que l'État algérien continue à financer le groupe séparatiste Polisario et pourra continuer à alimenter le conflit artificiel du Sahara occidental. Oui, là, je ne pense pas que ce soit lié à la rente pétrolière. C'est pas une guerre qui coûte si cher que ça, et c'est lié fondamentalement aux décideurs, donc à la nature même du régime algérien. Okay. Alors, je vois une question sur la Turquie, serait-elle la grande gagnante? Franchement, j'en doute. J'en doute parce que pour vraiment saisir une opportunité historique, bon, ça c'est peut-être mon côté méditant, je crois qu'il faut ne pas trop sombrer dans l'hubris. Or, Erdogan est un cas vraiment classique d'hubris, enfin d'aveuglement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va trop loin et d'une certaine façon, il gâche les occasions qui lui étaient tendues. En Libye, par exemple, il aurait fort bien pu s'en tenir à un retour qui est quand même historique pour la Turquie, qui du temps de l'Empire ottoman dominait la Libye, donc jusqu'il y a un peu plus d'un siècle. Et donc, au lieu de faire ça, il y a une espèce d'excès, et puis on amène des mercenaires syriens, et puis donc je vois mal Erdogan utiliser avec subtilité, habileté, une opportunité comme celle-là. Mais bon, en tout cas, je ne le vois pas du tout sortir gagnant de la crise au Moyen-Orient, où je pense que, au fond, les différents États vont se retrouver un peu surpris, comme d'habitude, comme en 2011, face à une relance de la mobilisation sociale. Alors oui, j'ai oublié de mentionner que la République islamique aussi, par rapport à son bilan calamiteux, accuse en permanence les États-Unis, la rengaine de Bachar el-Assad, accuse ces sanctions de menacer les Iraniens en affaiblissant
la lutte contre la pandémie. Sauf que quand les États-Unis veulent donner une aide humanitaire à l'Iran, ils la refusent. Et quand une organisation comme après, qui est quand même extrêmement sérieuse, hein, après des semaines de concertation, veut établir un hôpital de campagne à Ispahan, eh bien, elle est obligée de plier bagage parce que les durs du régime ne veulent pas ce type d'ingérence. Alors, je n'ai pas vu les 3 questions ci-dessus sur le Maroc, je suis désolé. Alors, ça va être sur J'attends. l'impact. Je vais les retrouver à propos du Maroc. Donc, Oui. la gestion de cette crise sanitaire sera-t-elle l'occasion pour le gouvernement d'améliorer considérablement son système de santé publique? Donc, ça, c'est une question. La deuxième question sur le Maroc, c'est… Alors, je pense que c'est… J'essaie de la retrouver parce qu'il y a Si vous eu… pouviez les renvoyer, Nathalie's iPad, comme ça on les verrait. Parce que comme ça défile, moi je les retrouve. Alors voilà, que pensez-vous de ce qui se passe actuellement au Maroc? Quel impact à long terme de la pandémie sur l'évolution politique au Maroc en interne et dans la région au Maghreb? Voici les questions. Oui, oui, oui. Oui. Alors, en- au Maroc, hein, on a une spécificité, hein, c'est que en 2011, c'est quand j'avais eu cet échange avec votre président, le régime a très habilement joué la réforme constitutionnelle et au fond a mis la classe politique devant ses responsabilités de tirer les profits de ce nouveau pacte et que en fait elle n'en a tiré qu'en partie euh, tout le bénéfice. Hein, et donc, on est revenu dans un système plus classique. Donc, aujourd'hui, vous êtes mieux placé que moi. Mais moi, j'ai l'impression qu'au Maroc, on est dans une situation qui est moins brûlante que celle que j'évoque évidemment dans l'Algérie voisine, où tout ça se fait sur le fond de plus d'un an de khilaf, de contestation, mais qu'en même temps, on le voit, hein, moi je lis les médias marocains, il y a une tonalité très critique, hein, malgré les mesures qui ont été prises à l'égard à l'encontre plutôt de différents journalistes. Et donc voilà, mais je dirais que au Maroc, la question se posera de manière moins brutale qu'ailleurs. Il y aura un bilan, il y aura une heure de vérité, il y aura de leçons qui vont être tirées, on ne pourra pas se satisfaire de la sanction de tel ou tel responsable, mais je crois que là aussi, hein, il faudra que la société civile, sous une forme qu'elle trouvera appropriée, se saisisse de ces questions pour poser les questions qui engagent toutes les Marocaines et tous les Marocains. Alors, il y a une question sur la dette de certains pays arabes. Alors ça, moi, je n'ai pas de nouvelles particulières hein, sur l'effacement de dette. Je sais que Emmanuel Macron, lui, prône l'effacement de la dette de l'Afrique. Est-ce que ça considère tous les pays du continent africain ou uniquement ceux de l'Afrique subsaharienne? J'avoue que ça n'est pas évident pour moi. Il est évident que le grand bailleur de fonds, qui est la Chine, elle, n'est pas du tout désireuse d'abolir cette dette. La diplomatie de l'UE dans le conflit libyen, oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. De toute façon, le simple fait qu'aujourd'hui nous soyons déjà sans envoyé spécial de l'ONU, hein, après la démission du formidable Hassan Salamé, qui a vraiment fait tout ce qu'il a pu et qui n'a vraiment jeté l'éponge que parce que les provocations militaires des uns ou des autres étaient devenues intolérables et qu'il ne pouvait plus les couvrir. Hein. Mais évidemment, que l'Union européenne soit aussi absente quand on sait que la Libye, c'est à quelques heures en mer de l'Europe, c'est qu'on laisse la Turquie et la Russie parrainer le prochain cessez-le-feu, c'est insupportable. Hein. Il faut que l'UE se réveille enfin. Et j'espère, hein, moi je l'ai écrit sur mon blog quand il a été nommé, que Josep Borrell, qui est le plus méditerranéen
qu'on puisse imaginer. Je parle méditerranéen de conviction, comme dialogue euro-méditerranéen, du fait de tous ces engagements passés, de ces origines catalanes. Donc, il faut, mais impérativement, ça devrait être une des 3 grandes causes européennes dans les prochains mois. Chantage autour de l'aide d'administration. Alors là, je ne vois pas qui ferait ce type de chantage. Les banques de Dubaï menacées, je ne sais pas. Déjà, les banques en France, je ne sais pas si elles sont menacées. Je ne suis pas très bon en finance. Ne me demandez surtout jamais aucun conseil de placement. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus de coopération, de solidarité entre les pays du Maghreb, ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'il y a une crise. Et on voit que la solidarité, elle est beaucoup plus forte et spontanée entre les sociétés civiles du Maghreb qu'entre les gouvernements. Et ça, évidemment, c'est dommage, mais je pense qu'à un moment, ce processus d'ajustement entre les gouvernements et leurs sociétés devra mécaniquement arriver à une politique plus maghrébine de chacun des gouvernements parce que c'est une cause sur laquelle les sociétés sont très en avance sur les gouvernements concernés. Voilà, sur cette note positive et maghrébine, chers amis, est-ce qu'on peut considérer la dernière question ne s'adresse pas à moi, mais à un médecin marseillais qui a beaucoup plus de cheveux que moi. C'est bien la seule chose que je lui ai envie. Voilà. Alors, Jean-Pierre, je suppose que écoutez, je tiens déjà à vous remercier. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Pour cet excellent exposé et ce dialogue, ces échanges avec Anthony. Ça a été en tout cas très instructif et très, très pertinent à toute la situation. On en ressort bien sûr avec toutes les questions, mais en tout cas, on vous suivra sur votre blog dans le monde. J'espère que tout le monde a apprécié, que ça a permis un peu à tout le monde d'en savoir plus. Et je tenais à remercier infiniment Sciences Po Alumni à Paris pour cette collaboration. J'espère que ce sera la première de nombreuses collaborations futures. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Et puis je vous dis à la prochaine. Suivez-nous.